15h15, on enchaîne avec le sujet suivant. Tu vois, on enchaîne, on parlait d'impact environnemental. Cédric, tu voulais dire quelque chose à ce sujet? Je te laisse la parole, Cédric. Ah, Cédric, il bip. Il y a quelqu'un qui bip là. Hop. Alors, est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que vous Très voyez bien. les slides? Ouais, Ok, tout parfait. bon. Bon, bah, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je vais aborder quelques points pour donner en fait des chiffres clés autour des impacts environnementaux liés au modèle de langage, parce qu'en gros, je me suis rendu compte que les gens n'arrivaient pas forcément à voir en fait ce que ça représentait aujourd'hui sur le marché, et ce que ça risque de donner aussi dans la suite, et que ça a un impact sur ce que les universités peuvent, ou en tout cas doivent proposer. Il y a des questions à se poser. J'ai eu l'occasion d'intervenir ici la dernière fois pour introduire les notions de responsabilité sur les chartes éthiques liées à l'usage de l'IA au sens large et des LLM, donc sur la question des données, bien sûr, des résultats obtenus. Et donc là, aujourd'hui, je m'intéresse spécifiquement à la question des responsabilités de l'usage de cette technologie. Parce que, que l'on soit le fournisseur de services, qu'on soit l'établissement, comme l'utilisateur, derrière, il y a des questions qui sont communes. Pour l'établissement, bien sûr, c'est de savoir quel niveau d'accessibilité il offre pour cette technologie-là. Est-ce qu'il l'offre à tous ses agents, que aux agents, également aux étudiants? C'est un impact en termes d'infrastructure, bien sûr, qu'on va vouloir déployer derrière, sur les espaces, sur les budgets, enfin les problèmes classiques. Mais il y a un impact important ici qui est lié à la consommation de ressources sur l'ensemble du cycle de vie de ces produits et de cette technologie-là, en fait, qui engendre beaucoup de consommation d'énergie et de matière. Et donc c'est pour fixer un petit peu ces choses-là. Et en plus, il y a des motivations à s'intéresser à ces questions-là. Bah, accessoirement parce qu'on veut vouloir réduire sa facture énergétique pour les universités qui vont vouloir déployer ce type de technologie-là. Mais plus largement, il y a une volonté de réduire l'impact des activités humaines sur le climat et sur la biodiversité. Et des choses qui vont arriver bientôt, c'est donc là, j'ai pris l'exemple de l'accord de d'Heidelberg qui a été signé là, le 22 octobre dernier par 9 universités, enfin 9 heu, pays européens. Ce sont les principales structures de recherche de ces pays-là qui l'ont signé. Pour la France, c'est le CNRS et l'ANR, et qui fixent en fait des guidelines à respecter en lien au financement des appels à projets et la réponse aux appels à projets publics. Et donc pour l'instant, c'est une recommandation, le numéro 9 que j'ai mis sur l'écran. Mais l'objectif de la commission, c'est que ça devienne à terme une obligation, et l'obligation, c'est de fixer un budget carbone rattaché au projet et d'être capable de justifier de le respecter, ou aussi de le dépasser. Pourquoi en gros, le rapport coût-bénéfice lié à l'impact carbone d'un projet de recherche. Et donc ça va sensiblement impacter les travaux de recherche, et par effet de bord, les choix des infrastructures numériques qui vont être mis en place par les universités. Est-ce qu'elles le déploient en interne? Est-ce qu'elles font appel à des prestataires qui respectent ou pas certains critères? Et on va voir que, en fonction du pays, en fonction du prestataire, clairement, les impacts ne sont pas du tout les mêmes, et peuvent remettre en question la réalisation de certains projets de recherche. Donc juste pour vous donner 2 chiffres, déjà globalement juste sur le numérique, en France, donc ça représente 2,5 de l'empreinte carbone du pays, aujourd'hui, hein. Et l'ADEME estime qu'il y a une croissance de cette empreinte de 40 sur la période 2020-2030. Quand on regarde l'empreinte carbone du numérique, c'est 80 lié à la fabrication du matériel et 20 lié à son usage. Vraiment le gros du coût, c'est la fabrication, donc c'est faire durer le matériel plus longtemps. C'est ça qui est le plus efficace pour réduire l'empreinte environnementale d'un établissement sur le périmètre numérique, et mutualiser bien sûr. Mais en face à ça, on a l'arrivée effectivement des modèles de langage, avec juste un exemple tout bête, c'est le coût moyen d'une requête. Google, quand vous faites une requête sur Google, c'est 0,3 Wh. ChatGPT, une requête, c'est de 6 à 10 fois cette valeur-là, parce qu'en max, c'est 2,9 Wh. Ça, c'est pour une requête. Et donc, on voit bien que si tout le monde, comme certains souhaiteraient, migre d'une interrogation de Google à une interrogation de ChatGPT, on va avoir un effet à l'échelle planétaire qui n'est pas vraiment du même ordre de grandeur. Alors, c'est pas pertinent de le faire parce que ces outils-là sont pas faits pour faire ça, mais il y a quand même des gens qui essayent de les utiliser comme une interface pour aller taper sur le web. Et aujourd'hui, ça a ce genre de conséquences. Or, il faut voir que quand on regarde ce type de modèle, derrière, les chiffres sont vraiment énormes. Si je regarde la partie apprentissage du modèle, donc là j'ai mis quelques données historiques, hein, donc les premiers modèles 2012-2013, on était à
moins de 100 $ pour entraîner un modèle de langage. En 2019-2020, quand on a attaqué GPT-3, on est entre 1 et plutôt autour de 7 millions de dollars pour l'entraîner. Et j'ai mis les chiffres à côté pour OpenAI. GPT-3, c'est donc 10 000 GPU, 285 000 CPU, qui tournent pendant un mois pour entraîner GPT-3. Donc c'est la consommation électrique, en gros, d'un réacteur nucléaire EPR chez nous, pendant 1 heure, 1,2 gigawattheure pour entraîner le modèle. Donc on parle là de volumes conséquents. Et GPT-4, qui, si la consommation électrique était linéaire en nombre de paramètres, serait plutôt à 6 fois la consommation de GPT-3. On estime qu'il est plutôt à 3 fois parce qu'il y a des optimisations techniques. Donc on est juste pour l'apprentissage du modèle, on est déjà à des consommations vraiment significatives, donc à un impact carbone qui peut l'être autant. Ça, c'est que la partie apprentissage. Après, vous avez la partie inférence, l'utilisation de ces outils-là, où là, ce que vous voyez, c'est que la classification de texte, ça coûte pas grand-chose. Donc c'est une moyenne sur 1000 requêtes, pardon, sur des études qui ont été publiées cette année. Donc on est de l'ordre de 3 à 4 grammes équivalent CO2 par requête. Mais vous voyez bien que ça dépend franchement du type de requête et que en moyenne, la génération de texte, ce que les gens vont faire quand ils interrogent le système, on est déjà plus autour de 5 à 10 grammes équivalent CO2 par requête. Donc si on compare à tout à l'heure avec l'interrogation Google, on n'est quand même pas sur les mêmes ordres de grandeur. Si on fait de la génération d'images, vous voyez qu'on est très rapidement entre 100 et 500 grammes équivalent CO2. Donc on a vraiment des facteurs monstrueux. Et je ne parle même pas de la vidéo là, qui n'était pas sur cette étude. Donc c'est juste pour essayer de capturer, que les gens se rendent un petit peu compte de ça. Et en plus, ces chiffres-là vont être totalement dépendants, bien sûr, du pays dans lequel vous êtes, puisque ça va dépendre de l'infrastructure qui alimente les calculateurs. J'ai mis juste pour l'Union européenne, là, pour vous montrer là, sur la petite figure qui est en bas à gauche. Donc la France, nous, on est là, la flèche verte. On a la chance d'avoir un pays qui est assez décarboné sur la production électrique. On est autour de 55 grammes équivalent CO2 par kilowattheure. Par contre, si vous allez en Pologne, vous êtes plutôt à 750, 800 grammes. Il y a encore beaucoup de charbon. Il y a bien sûr, les pays travaillent à faire évoluer ça. Mais on est quand même, on voit bien juste rien qu'en Europe. Là, en Europe, la moyenne, c'est autour de 255 grammes équivalent carbone. En fonction du pays, vous avez pour le même usage, vous allez multiplier par plus de 10 l'impact d'une requête ou de votre travail. Et donc, si je rebondis sur les aspects recherche que j'évoquais tout à l'heure, bah, clairement, si je dois répondre à un appel à projet, il vaut mieux que l'infrastructure de calcul elle soit en France qu'en Pologne. Parce que dans le dossier, ça va jouer sur les partenariats internationaux, bien sûr. Donc c'est vraiment important pour les universités et les universitaires. Et bien sûr, derrière ça, là, c'était que de l'utilisation. Il y a la construction de ces composants qui coûtent. Facebook, là, en début 2024, ils ont annoncé l'objectif pour fin 2024, c'est d'avoir 350 000 cartes NVIDIA H100 dans leurs infras. Comme ils en ont déjà 2-3 en stock, le but, c'est qu'à la fin de l'année 2024, ils soient en équivalent à 600 000 cartes H100 dans leurs infrastructures. Et ça, ce n'est que Meta. Il y a la même chose chez Baidu, chez Google, chez Microsoft. On a vraiment la même chose partout. Ils ont le même ordre de grandeur d'infrastructure. Et voilà, en termes de chiffres, on est sur 8 à 9 milliards d'euros pré-catalogue. Donc même s'ils ont un prix de gros vu du volume, ils vont retomber. Dans le meilleur des cas, ils sont en achat brut cette année. Ils vont en achat, c'est le budget total du CNRS. Si jamais le prix catalogue, c'est 2 fois et demi. Et si c'est juste, ici, ils ont un prix à 50% du tarif initial, ils achètent pour l'équivalent du budget total du CNRS annuel en carte graphique. Et après, donc il y a bien un facteur. Donc on voit bien que ça ne se joue pas à l'échelle d'un pays, en tout cas en Europe. Ça ne peut se jouer qu'au niveau européen si ce type d'infrastructure doit se déployer. Et derrière, il y a bien sûr la question de l'impact environnemental du choix associé à investir dans ce type de ressources, qui est clairement pas négligeable. Parce que derrière ça, vous avez bien sûr la phase amont, à gauche. Là, je ne parle même pas de la fabrication en tant que telle, mais l'extraction des matières premières nécessaires. Extraction, raffinage, qui nécessite de chauffer, de casser avec des produits chimiques en général. On rince tous ces produits-là. Pour vous donner une idée, une tonne de terre rare, voilà, c'est 200 mètres cubes d'eau. Donc ça veut dire un foyer de 4 personnes pendant un an. Et on produit un peu plus d'une tonne quand même de terres rares par an à l'échelle de la planète. Donc on voit que le développement de ce type de technologie-là et d'outils
qui sont vraiment gourmands en terres rares, c'est pas les seuls, hein, mais en tout cas, a un impact énorme d'un point de vue environnemental. Ça joue aussi parce qu'en phase aval, qui est le tableau périodique qui est à droite, on voit que le niveau de recyclage est assez mauvais. C'est les chiffres de 2011, ça s'est un petit peu amélioré, mais pas tant que ça en réalité. Parce que c'est le tableau synthétique le plus clair que j'ai pu trouver. Vous voyez que à l'époque, en 2011, ce qui était très retraité à plus de 50%, c'est quand même pas beaucoup. C'est les quelques cases bleues et qu'il y a quand même pas mal de cases qui sont rouges ou oranges, qui sont juste pas recyclées. Et donc, bah, derrière, voilà, ça pose, bien sûr, les questions de l'exploitation des matières premières et de la destruction de l'environnement, de la biodiversité, et on sait que c'est des dimensions qui sont problématiques. Donc, bah, derrière, effectivement, la décision, je veux dire, d'achat ou de location, d'usage de ces technologies-là, il y a toutes ces questions-là. Après, on peut se dire, voilà, bah, si ça se stabilise, pourquoi pas? Et se stabilise et en plus, s'il y a un rapport coût-bénéfice qui se défend. Et là, ce qu'on voit, c'est que toutes les projections indiquent que déjà, la part des data centers vont croître de manière significative. Sur la figure de gauche, en orange, là, c'était la consommation énergétique des data centers au niveau, donc 400 TWh. Vous étiez en 2023, et vous voyez que la courbe bleu foncé, donc qui ne tient pas compte de l'IA, a prévu de croître quand même légèrement. Puisque le but, serait de passer de 400 à presque à 800, et on voit que si on rajoute la dimension IA, heu, ça représente 20 à terme de la consommation énergétique de l'ensemble des data centers. Juste par l'usage que les gens ont des LLM de manière massive. On est loin des quelques virgules, et bien sûr, il y a des gains énergétiques et des optimisations qui vont être faites. La courbe grise, elle vous indique les gains qui sont faits à l'échelle des data centers. Donc on voit que le gros a déjà été fait, qu'il y a encore des gains à attendre, mais qui sont de l'ordre de quelques pourcents. Mais que même si on était capable de réduire de manière très significative la pente et l'impact environnemental lié à l'IA, on voit que ça se rajoute quand même à un contexte de croissance qui rend l'usage un peu compliqué. Et à droite, vous avez les projections de l'ADEME sur l'usage, cette fois-ci, non pas des LLM, mais du numérique au sens large. Et vous voyez, 2020, on était à 17,2 mégatonnes et on grimpe. Le tendanciel est à 50. Donc on voit derrière que même si, et en sachant que les deux premiers enfin le 2050 tendanciel et a l'air à peu près réaliste, de la même manière que le technologie verte. Par contre, les deux autres sont considérés même par l'ADEME comme étant optimistes, pour pas dire irréalistes. Donc arriver à 22 ou à 9 paraît pas aujourd'hui envisageable au regard de ce qui se passe dans l'ensemble des secteurs. Donc on part sur une croissance au moins à x3 par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, x2, x3. Et derrière, il faut bien voir que la grosse difficulté, c'est quand je veux construire un data center, aujourd'hui, ça me coûte 3 à 10 ans avant la mise en service. J'ai besoin de l'espace. Bon, ça, c'est pas très difficile à trouver. Il faut pas mal de fluide, de l'eau pour refroidir principalement. Et surtout, il faut de l'énergie. C'est ça aujourd'hui qui bloque et qui ralentit la construction de data centers. C'est le fait que, bah, il faut que le réseau électrique soit capable d'absorber la charge liée à ça. Parce qu'on ne parle pas de petits data centers, on parle de data centers aujourd'hui qui sont de l'ordre du gigawatt en termes de consommation. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous regardez, vous tapez sur Google nouveau data center, vous allez voir que tous les gros porteurs de data centers, ce qu'ils font aujourd'hui, bah, ils se disent, bah, pour que je puisse accélérer la mise en production de mon data center et répondre à la demande, je ne peux pas attendre que l'État déploie ses centrales et développe. Donc ce qu'ils disent, c'est que bah, voilà, bah, ils vont installer eux-mêmes leur propre centrale électrique pour alimenter leur data center. Donc ils construisent les deux. Et vu la volumétrie des data centers aujourd'hui, quand on veut alimenter 1 gigawatt de conso, bah, ce qu'ils font, c'est qu'aujourd'hui, regardez, ils ont tous engagé des contrats pour construire des centrales nucléaires. Donc aujourd'hui, on a des gestionnaires de data centers, on a des Google, des Meta, des Facebook, qui vous voulez, Microsoft, qui sont en train de lancer des chantiers là pour construire des data centers et à côté de construire leur propre centrale nucléaire pour alimenter ces systèmes-là. Donc l'avantage, c'est que c'est du nucléaire, donc l'impact carbone est quand même beaucoup plus intéressant et raisonnable que d'autres technologies. Mais à chaque data center que l'on crée, heu, il faut du backup, donc il y a quand même du gaz, il y a quand même ce genre d'alternatives qui sont prévues pour pouvoir gérer les éventuelles coupures. Mais donc on voit au-delà des masses financières, l'impact global de consommation que ça va engendrer.
Et en fonction des pays, le choix ne va pas toujours se porter vers le nucléaire, qui est la solution pilotable, capable de fournir des volumétries d'énergie pour une densité d'espace physique utilisé, raisonnable. Même si bien sûr elle a d'autres inconvénients. Donc la question derrière, si je reviens à notre petit niveau d'université, c'est, bah, il faut se poser la question, de ce que j'appelle de service à bilan positif. C'est juste du rapport coût-bénéfice qu'on fait toujours dans nos projets, mais cette fois-ci en intégrant la dimension environnementale. On est obligé de se poser la question de qui bénéficie de ces solutions-là. On peut a priori pas donner l'accès à la totalité des usagers, à ces solutions-là, parce que c'est coûteux en termes de ressources, d'infrastructures, que ce soit hébergé chez nous ou à l'extérieur. Et donc, il faut voir si on privilégie une typologie d'agents ou de fonctions, ou si juste on a un nombre de sièges, on a, je dis n'importe quoi, 1000 ou 2000 tickets pour pouvoir accéder à cette ressource, en interne ou en externe, et après les gens tournent pour l'utiliser. Se pose la question de la localisation. Le où. Où est-ce qu'on va faire ça? Est-ce que je le fais en interne ou en externe? Et la localisation, on l'a vu, va avoir un impact sur le coût environnemental. Si je suis en France ou si je suis en Pologne ou en Allemagne, clairement, ça n'a pas le même impact. Donc ça pose des vraies questions. Pareil, si je décide de le faire tourner sur ma machine personnelle ou de le faire tourner sur un cluster, du laboratoire, si je me mets sur des échelles un peu différentes. L'efficacité énergétique, quand je fais tourner ma machine perso avec un petit LLM, ou quand j'utilise, un cluster dans le laboratoire, bah, c'est pas du tout la même. Parce que la dimension, le PUE, la l'empreinte énergétique du système qui va réaliser mes calculs, ça va, à l'échelle de l'université, aura un impact énorme et notamment sur la partie évaluation des travaux de recherche. Et puis, bah, quels usages? Aujourd'hui, nous, ce qu'on voit apparaître, en tout cas nous, dans notre université, c'est des discussions, comme on le voit aussi à travers du laboratoire, l'initiative Labo 1.5, sur des considérations, éthiques pour savoir, bah, voilà, quelles sont les recherches qui, peuvent bénéficier d'utiliser de ce type d'outils, au regard des impacts et des coûts, induits par l'utilisation de ces technologies-là? Et plus largement, bah, quels sont les effets rebonds, qu'on peut détecter, ou capturer? Parce qu'on le sait tous, quand, on peut travailler en distanciel, il y a effectivement un gain parce que, on va pas au travail, mais il y a d'autres usages qui sont induits. Et toutes les études aujourd'hui montrent qu'il y a, en dehors des LLM, il n'y a pas toujours de gain, et avec les LLM, on n'est pas sûr que, les effets rebonds ne compensent pas, les coûts, enfin les bénéfices, induits par l'usage de ces technologies-là. Donc voilà, le but, c'était vraiment vous donner ces petits chiffres-là et puis, bah, poser des questions. Parce que je pense qu'il faut que chaque établissement se pose la question de ce que ça veut dire de mettre à disposition de ses étudiants ou de son personnel ce type de technologie-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, hein. Nous, les premiers, on est en train de travailler à pouvoir le mettre à disposition d'une partie de nos usagers. Mais derrière, il faut être conscient de toutes ces problématiques-là. Il y a eu pas mal de Je m'arrête réactions là. pendant que ouais, il y a eu Ouais, pas mal déjà de réactions pendant que tu parlais sur, celui qui a la plus grosse ouais, tout à fait. capacité de calcul, n'est-ce pas Samuel? Et la puissance électrique, donc ça c'est vrai, c'est un enjeu, on va sur la consommation. Il y a Bertrand. Bertrand, je te laisse poser la question. Je vois que tu l'as écrite. Ouais, Oui, Bertrand. bonjour et merci pour la présentation. Et en fait, je remets toujours une solution mutualisée, optimisée, parce que c'est pas tout d'acheter. Ce qu'on constate, c'est que c'est peut-être pas utilisé à 100% non plus, donc il faut aussi être raisonnable par rapport à ça. Donc il y a peut-être des nouvelles organisations de partage à créer. Je doute Ouais, un peu sur le fait que les gens choisissent, qu'on choisit des gens qui ont droit ou pas droit, quoi, parce que ça a l'air vachement quand même bien adopté. On en parle, on va dire, même chez le coiffeur, et c'est pas péjoratif. Donc, oui, j'imagine mal le chercheur qui aurait, selon des critères énoncés autour de son labo, on voit très vite ce que ça peut être, hein, les sciences dures et les autres. Ouais, ouais, je pense que ça, on risque d'aller dans une impasse, au moins des tensions tout à fait. qui sont peut-être pas utiles, quoi. Par contre, l'aspect optimisation, pendant très longtemps, les calculs haute performance, les mesocenters, etc., ils sont pas utilisés à 100%. On a appris à les rationaliser, on a appris à les partager. Il y a peut-être des nouvelles modes, modes d'organisation à trouver, quoi. Mm. Non, clairement, je pense qu'il y a un très gros travail organisationnel au-delà des questions techniques, parce qu'effectivement, c'est des modes de travail qui vont évoluer. Et je suis tout à fait d'accord avec vous que
arbitrer sur une typologie de fonction ou autre, ça me paraît être au minimum créer des conflits et sinon les droits dans le mur et qu'il vaut mieux gérer ça sur un nombre de sièges, par exemple, si on a un budget limité et des ressources limitées. Et sur les usages, aujourd'hui, c'est des questions qui se posent, en tout cas nous, dans nos labos, on le voit. Il y en a des chercheurs qui veulent aborder ces questions-là, qui disent voilà, moi je pense qu'il y a des thématiques de recherche qui. Enfin, c'est pas mon discours, mais il y a des chercheurs qui viennent nous voir en disant voilà, moi je pense qu'il y a des thématiques de recherche qui ne doivent pas être privilégiées, du fait de l'impact qu'elles ont environnementalement parlant. Quand c'est pour améliorer la reconnaissance de tête de chat, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que c'est pas pertinent. Mais dès qu'on est sur la recherche fondamentale, euh, là, on peut être capable de mesurer les bénéfices qu'on peut tirer de ce type de choses, me paraît illusoire. On n'est pas capable de savoir quels seront les axes qui seront bénéfiques à moyen terme. Déjà qu'à court terme, des fois, on se trompe. Alors, ça paraît dangereux de partir sur ce type de questions. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est des choses que, en tout cas, moi, je vois dans le cadre de mes Je missions. comprends. Et c'est important d'y faire attention, du fait des conflits que ça peut engendrer derrière. Moi, je pense que c'est important aussi de donner des idées de consommation. Combien ça coûte une requête, combien ça coûte une puce. Nvidia, quand il commercialise les nouveaux modèles de puces, il dit ah, on est 10 fois plus de calcul, mais on consomme 3 fois moins d'électricité. Toi, il y a ces choses-là. Et donc, il faudrait qu'on se fasse un tableau de bord, comme on avait commencé à faire avec Cédric, là, quelque chose autour des chartes, où on fait dans la base d'usage. Tu vois, on référencie des images, des choses ça puisse nous donner des billes. On a des chiffres comme ça, mais il faut qu'on concrètement on ait des choses qu'on puisse utiliser. Il y a quelqu'un qui a levé la main, j'ai vu passer une main levée. Ah, c'est rebaissé, je ne sais plus qui c'est qui voulait poser une question, je vous laisse le C'est- micro. c'est- Non, c'était moi, mais c'était une erreur. Mais j'allais dans ton sens, quoi. Je trouve aussi que ce serait important d'avoir parce que moi, j'ai vu passer des ordres de grandeur, par exemple, par rapport à la consommation de viande aussi, au kilomètre, etc. Mais d'avoir des choses qui permettent de comparer avec des usages très communs pour les étudiants, notamment, pour qu'ils se rendent compte que, bah tiens, parce que je vois, par exemple, je prends ça dans à un niveau très, très proche de moi, ma fille, qui est devenue végétarienne à un moment donné pour toutes ces questions-là. Après, elle n'utilise pas non plus l'IA pour ce même genre de raison, mais elle n'avait aucune idée de l'impact, ni du rapport de l'un à l'autre, etc. En fait, c'est pas du tout pour ça qu'elle le fait pas, c'est plus pour les aspects Mm. créatifs et tout. Mais donc voilà, je trouve que c'est intéressant, en tout cas, juste de responsabilité. Et de nouveau, c'est pas pour ne pas l'utiliser. Moi, je suis le premier à l'utiliser, donc après, je le fais en culpabilisant, quoi. C'est ça la différence. Parce que j'ai vu passer des choses, ça consomme tant qu'un avion, tant de distance, mais j'ai pas vu les références et les sources, donc j'ai pas remis, j'ai pas indexé. Oui, Emmanuel. Ouais, ouais, moi je pense que la conso aussi peut être fonction des GPU qu'on utilise, hein. Si je fais tourner ça sur mon ordi avec un GPU de gamer ou un GPU tout pourri, je pense que je vais consommer différemment qu'une carte pro. Et peut-être qu'effectivement, comme tu disais, les nouveaux modèles consomment moins en étant plus rapides, mais ces nouveaux modèles-là, les cartes graphiques, elles coûtent 20 000 euros et on ne peut pas se les payer dans les labos, hein. Donc, Mm, arriver mm. peut-être à réfléchir, à se dire, est-ce qu'un data center avec des cartes graphiques optimisées, ou justement dans ce data center, on optimise le refroidissement, on optimise la consommation, voilà. Ça peut peut-être aussi réduire les coûts par rapport à une utilisation locale sur son portable, in fine. Si je Ça, peux il y a juste des répondre à discussions ça, c'est le élancées. Vas-y, travail du Jean-Marc. GENSI. Vous avez juste le GENSI qui est en train de travailler à ça pour la partie modèle génératif. Justement, ils sont en train de déployer une infrastructure. Initialement, c'était que pour la recherche, mais ils sont en train de mettre en place une partie usage pour que les gens puissent bénéficier de ce type de solution. Ok, Mm, mais mm. justement, ma question, c'était dans la mesure où on a vu que la plus grande partie de l'empreinte carbone est pour la construction finalement du matériel, est-ce que effectivement faire tourner sur sa machine à soi ne réduit quand même pas drastiquement à partir du moment où on utilise la machine pour d'autres choses? Je veux dire, où il y a un usage voilà, concurrent qui est déjà là, quoi, qui est déjà fait. Mm. Est-ce Bien que, sûr, enfin, c'est une question. Est-ce que ça réduit drastiquement ou pas de le faire tourner sur sa donc une fois machine? que la carte est achetée, il faut la rentabiliser au sens, il faut elle est disponible là. Si on l'utilise pas, c'est pas pertinent. Euh, Par contre, ce qui était vrai à présent à 80-20 sur le, le- le coût environnemental lié à la fabrication, aujourd'hui, on se pose la question de savoir si c'est toujours vrai avec la partie calcul, parce que elle consomme énormément en consommation continue quand on est en train de faire l'inférence ou autre. Donc Mhm. on considère que sur le périmètre, il n'y a pas encore les études sont en train d'être faites là, mais que sur le périmètre
des cartes graphiques pour la faire courte et du cas de l'usage des LLM, on n'est pas sur ces ordres de grandeur-là du fait de la consommation actuelle. Après, bien sûr, les technos s'améliorent et ça va se corriger, mais pour l'instant, ça consomme beaucoup. Ok. Merci. Claudio, tu as une dernière question avant d'enchaîner avec Michel? Dans les questions, enfin, je ne sais pas si c'est une question, c'est beaucoup d'interrogations. Ouais. J'essaie de suivre un peu ça au niveau de l'éducation nationale. Et première chose, essayer d'avoir des usages raisonnables. Par exemple, ça peut être bon dans un labo, c'est peut-être possible. Et par exemple, pour nous, au niveau des enseignants, on sait très bien que si on essaye de leur dire, voilà, on va donner des jetons à quelques enseignants, les autres vont faire du shadowwriting massif. Et c'est déjà le cas. Enfin, j'étais à Educatech hier, j'ai fait une présentation, voilà, j'ai eu 50 personnes qui sont regroupées autour. Et on voit bien qu'il y a des usages qui commencent à naître de façon massive. Donc, la solution n'est certainement pas en réduisant. Il faut peut-être aller chercher des solutions dans la responsabilisation. Parce que par ailleurs, j'ai la casquette numérique responsable pour l'éducation nationale. Donc, on a une vraie question de responsabilisation des individus et les usages qui vont être les usages les plus consommateurs vont être celles du grand public sur de l'image ou sur la vidéo. C'est très clair. Je veux dire, ce qu'on va faire d'un point de vue professionnel, ce sera toujours assez raisonnable par rapport à ce qui est en train de se passer, ce qui va se passer dans le grand public sur de l'image et de la vidéo. Donc, il y a un côté impact sur le public et sensibilisation du public dans l'utilisation de ces technologies qui est prépondérant. Cela étant, on échoue déjà là-dessus sur l'usage du smartphone et par exemple de l'image très haute définition qui sont prises en rafale par la plupart des gens et des capacités de stockage que ça nécessite. Donc, on a un problème qui est plus sociétal et de transformation de pratiques que, on va dire, du petit coin que peut être la recherche et qui va dans le bon sens. Je pense que la question, il faut plus se la poser comme ça, quoi. Ok. Eh ben, En tous merci les cas, Claudio. Oui, en tout cas. oui, en tous les cas, bon, C'est David. on voit, oui, c'est David, ouais. On voit apparaître en plus de nouvelles, de nouveaux codes, notamment le one-bit LLM, là, vous savez, qui peut, enfin, qui peut faire tourner en fait sur des CPU de manière très efficace et entre 50 et 70% d'économie d'énergie. Mais on est tenté de se dire, en fait, tout le monde va utiliser ça massivement. Donc, finalement, même si la techno bon, est optimisée pour baisser la consommation, le résultat à la fin, ça sera certainement vraiment une énorme consommation d'énergie électrique en plus, hein. Mais complètement. Ok. C'est vraiment, on rentre dans les effets rebonds, là, tout à fait. Ouais. Ah oui, c'est parce que je vois pas comment maintenant on peut échapper à tout ça. Donc, Ok. c'est On enchaîne. passionnant. On Merci pour reviendra sur ce sujet. Je crois l'exposé, que ça c'était très passionne, intéressant. donc on se refera une session en 2025 là-dessus assez rapidement. Merci Cédric. De rien, pas de problème.